Et je vais demander à Caroline Costa-Savelli du CFA Codis et à Sébastien Malige du CFA Stephenson de bien vouloir rejoindre Sylvain Vacarès. Alors, s'il y a des questions d'ailleurs, des précisions, des commentaires, etc. à adresser à Sylvain Vacarès, vous pouvez bien sûr les saisir sur l'application et puis au fur et à mesure, on les amènera dans la discussion. Je vais demander à nos deux nouveaux intervenants de se saisir d'un micro et de bien vouloir, en quelques mots, présenter leur structure respective. On commence par vous, Caroline Costa-Savelli. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'occupe du CFA Codis, donc, qui est un CFA juste à côté dans le 10e, qui est spécialisé dans les métiers du commerce, qui forme des jeunes du bac au bac plus 5. Donc, on commence avec des jeunes en classe de seconde, première terminale pour préparer des bacs pro, jusqu'au bac plus 5, et on accueille cette année 950 jeunes. Merci. Sébastien Malige. Bonjour. Sébastien Malige. Je suis directeur adjoint du CFA Stephenson et non pas directeur. J'ai été promu le temps d'une journée. J'ai vu sur votre programme. Heureusement, mon directeur qui est en conseil d'administration ne l'a pas vu. Non, là c'est bon ici. Directeur adjoint. Ah, la promotion est ratée. Je prends ce micro marché. Merci Caroline. Donc le CFA Stephenson propose des formations en alternance du niveau DIMA, donc ce sont des pré-apprentis, jusqu'au bac plus 5. Dans les métiers de la relation client. Donc on forme dans les secteurs du commerce, tourisme, vente, banque et hôtellerie. Et on a aussi un centre de formation continue, le CPRO Stephenson. Donc on forme avec le CPRO environ 1200 apprenants par an. D'accord. Combien de formateurs, combien de personnel au niveau du CFA? Alors sur le CFA, c'est 120 collaborateurs en tout, on a 70 permanents. Alors on a énormément de questions ce matin qui sont parvenues grâce à vous sur la digitalisation de l'ingénierie de formation. On va voir avec tous les deux de quelle manière, assez différemment, de manière assez complémentaire, vous avez l'un et l'autre engagé le processus depuis déjà quelques années. On va commencer par vous, Sébastien. Il y a une quinzaine d'années, le CFA Stephenson était plutôt en avance. Alors plutôt en avance. Pourquoi et de quelle manière ça a évolué ensuite jusqu'à ces quelques dernières années où il y a eu un tournant? Alors plutôt en avance, c'est même il y a plus de 15 ans, c'était le tout début, je crois 1991, où le CFA Stephenson était pionnier, avant-gardiste sur la démarche pédagogique et sur la formation à distance. C'était lié surtout à un projet d'établissement. 26 ans donc. Ouais, ça a commencé avec les premiers, la démarche qualité qui était supportée par la région à l'époque, et les premiers programmes qualité avaient une déclinaison sur le digital et sur le numérique. Et donc on a développé très en avance des dispositifs de formation à distance, comme vous le faites aujourd'hui chez Codis. Donc il y avait une volonté de la direction et aussi de la région. Ensuite, quand on est pionnier, il faut le rester. On était le CFA à l'ère du numérique, c'était porté, il y avait un vrai projet qui était suivi et porté par l'ensemble des équipes. Et puis après, comme tout, ça peut perdre un peu de sens. Les outils peuvent devenir obsolescents. Et derrière les outils, comme vous l'avez vu sur la caresse, le sens pédagogique, on peut le perdre. Donc on s'est ressaisi depuis 3 ans. On s'est re-questionné. Et la relance, en fait, de cette réflexion, elle a commencé par un audit des usages en interne de nos principaux bénéficiaires, les apprenants et les formateurs et les entreprises. Et puis là, on a appris beaucoup de choses par rapport aux outils qu'on utilisait, par rapport aux attentes de nos consommateurs, parler d'expérience consommateur, d'expérience utilisateur, de nos consommateurs apprenants et aussi des attentes des formateurs. À partir de là, on a reconstruit avec une direction présente, c'est un vrai projet de direction, on a reconstruit notre histoire, on a repris le numérique en main depuis 3 ans, c'est un petit peu ce dont je vais vous parler. C'est ça, avec donc un plan d'action étalé sur 3 ans, on en est dans la 3e année, qui a commencé déjà par la mise en place d'un service numérique d'accompagnement pédagogique, c'est-à-dire? C'est ça, c'est qu'on a, alors ça s'appelle le SNAP, service numérique d'accompagnement pédagogique. Le marketing est important. Très important. Entre autres. Et comme ça, tout le monde connaît le SNAP. Ici en interne, au CFA. Le SNAP, c'est 3 salariés à temps plein, 1 sur le CPRO Stephenson et 2 sur le CFA. Donc c'est une cellule, c'est une petite start-up au sein du CFA. C'est le poumon digital qui vient recevoir les commandes des formateurs et qui vient essayer de répondre à leur demande, de concevoir, et comme vous l'avez très bien dit,
de susciter de la création collective de ressources. Juste pour le Snap, c'est ça, c'est quoi les 3 métiers? Ça peut intéresser nos... 3 salariés et une combinaison de compétences. On a le responsable du service qui a une fonction plus administrateur, donc qui maîtrise les plateformes, la partie technique globale. On a Caroline qui est plus sur la conception pédagogique, l'écriture pédagogique, le scénario. Et on a Aurélie qui, elle, a plus, je vais encore vous citer, mais je vais beaucoup vous citer, quelque part ça m'assure, j'ai trouvé votre intervention très intéressante, qui a une fonction plus expérience utilisateur, web design. Voilà. Elle est là pour animer. Alors c'est pas que ça, puisque en plus de cette compétence, elle a une appétence sur la pédagogie. Alors, ce qui est rare, d'avoir tout. Le sens de l'image et en plus le sens de l'usage pédagogique. Vous avez aussi commencé à renouveler votre offre de solutions aux jeunes en commençant par des process administratifs, des process d'accès, sans forcément aller tout de suite sur l'offre de formation elle-même. Expliquez-nous quel type d'outils vous avez mis en place. Alors, il y a 2 ans, on a développé un portail pour les apprentis. C'est le seul slide que je vous présenterai. Il n'est pas animé, hein. C'est juste pour montrer, on a fait la copie écran hier. Je pense que si on reprenait aujourd'hui, le Twitter serait à jour, puisqu'on a mal tweeté par rapport à la journée d'aujourd'hui. Je sais que Noémie de la com s'en est beaucoup occupée. Donc ce portail apprenti, il s'ouvre ici en interne. On a 700 postes en ligne sur les 2 bâtiments. Et quand un jeune se connecte sur un poste en ligne, il accède à ce portail. Et on a une série d'outils. Alors j'ai entendu à tout et son contraire. Quelque part, je me suis inquiété. Et puis finalement, je me suis aussi rassuré parce que chaque outil derrière, il y a un usage spécifique, comme le disait tout à l'heure Jean-Luc Pévrier. On a une boîte à outils pour les jeunes. C'est des outils qui leur permettent d'avoir des solutions pour travailler ensemble, type, je ne sais pas si on peut citer des exemples, type Yammer, FreePic, on a tout un tas. Il y a Slido qui est une autre solution que celle que vous utilisez aujourd'hui, Epicast. Et on a en bas une suite de solutions qu'on a développées il y a 2 ans. Stephenson Replay, c'était lié à l'audit d'usage. Les jeunes voulaient vivre un petit peu la délinéarisation pédagogique. Vous savez, quand on a loupé une émission sur une chaîne, souvent on va sur replay. On a loupé un cours, ou on n'a pas bien saisi un cours, on aime bien aller sur replay. Donc on a conçu Stephenson Replay qui est supporté donc là, par les applications de Google. D'ailleurs, c'est Google Classroom. Et avant, on utilisait Moodle. Comme beaucoup d'entre vous, on levait la main tout à l'heure, on utilisait Moodle, on l'a utilisé pendant très longtemps, donc la plateforme LMS open source, qui a le nom de gratuit, mais qui demande un vrai temps d'administration, lourd, il faut le savoir. Et ça monte en puissance comment auprès des formateurs? Il y a une proportion importante de formateurs qui ont joué le jeu du replay? Au début, non. Je vais vous parler d'un CFA qui existe. C'est vrai qu'on a vécu tous les leviers, les freins qu'on a pu entendre depuis ce matin, on les a affrontés, mais en minorité. La question de la propriété intellectuelle, le sujet de la liberté pédagogique. Donc après, ensemble, on trouve des solutions. Là, on ne demande pas à un formateur de déposer son cours en ligne, on lui demande de déposer des ressources pédagogiques en ligne. Et juste Moodle, en fait, dans l'audit d'usage qu'on avait fait en amont, on s'est aperçu que les profs, ils déposaient juste des dossiers où ils déposaient des liens vers des sites internet. Donc très loin des fonctionnalités d'un LMS. Classroom le fait très bien. Et quand vous avez Google derrière, ça le fait très bien. Il y a une expérience utilisateur qui est très sympa. Il y a un mur, il y a des échanges. Et donc, on a trouvé une solution avec Replay pour que les jeunes puissent revivre à travers les ressources pédagogiques que leur adressent les formateurs l'expérience qu'ils ont vécue ou mal vécue. Donc aujourd'hui, ça marche beaucoup mieux parce que les apprenants, les apprentis sont demandeurs. C'est eux qui vont challenger les formateurs pour que ces formateurs déposent des ressources sur Classroom. Deuxième application, Stephenson Exam. Stephenson Exam, pareil, c'est arrivé il y a 2 ans. Donc on a 7 parcours. Donc là, c'est 7 sites qui ont été développés en interne par le SNAP. Ce sont 7 sites internet qui ont pour vocation d'avoir dans un espace référent les ressources pour monter les dossiers professionnels des jeunes et les accompagner, leur donner les consignes clés pour réussir et préparer leur examen. Là aussi,
Pourquoi on est parti sur cette solution? Un apprenti qui nous croise dans les couloirs ou suite à l'audit nous dit j'ai été voir 3 formateurs différents pour ma problématique sur telle discipline, mais j'ai pas eu 3 avis divergents, mais j'ai eu 3 conseils différents. Comment je fais? Alors, derrière, les 3 formateurs avaient raison, mais ces jeunes apprentis ils ont besoin d'être assurés dans leur parcours. Le fait d'avoir fait travailler ensemble les acteurs, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, M. Lacaresse, pendant 1 an, c'est un travail d'1 an, le Stephenson Exam sur 7 parcours différents, donc on a 7 diplômes qui sont représentés. Ça permet déjà aux formateurs de s'entendre, l'équipe pédagogique de s'entendre sur la méthode, et ça permet de proposer aux jeunes tout au long de leur parcours les conseils pour réussir leur examen. Et ça permet aux formateurs de gagner beaucoup de temps et de se concentrer et se consacrer, pas uniquement à répéter 15 fois votre dossier, parce que malgré tout, on doit respecter le programme officiel, on doit respecter le format, la forme, le sommaire, le ceci, le cela. Tout est là. Le formateur est là pour accompagner, fédérer, expliquer, conseiller, être vraiment dans une relation individuelle avec son. Donc la première année, Stephenson Replay, examen et carrière. Et carrière, oui. Alors, carrière, ça fait un peu... On dit carrière, parce qu'on a du mal à l'assumer, le carrière. On dit carrière. Donc Stephenson Carrière, là, c'est propulsé par Do You Buzz, que vous devez connaître certainement. Il y a une application gratuite. On a pris une application payante qui n'est pas excessivement chère. C'est un CV en ligne que l'on peut alimenter au fur et à mesure de son parcours. Et on peut y additionner, collationner des réalisations, des photos, des films. Et ce CV en ligne permet à l'issue de motiver son employabilité puisqu'il est connecté au réseau socio-professionnel. Ce n'est pas un outil seul, hein. Derrière, il y a un accompagnement sur du présentiel des formateurs pour amener les jeunes à formaliser leurs compétences dont vous avez parlé tout à l'heure. Et quand on est centre de formation pour apprentis, la compétence et les compétences transversales, c'est notre cœur du métier. En 1991, le projet n'était pas technologique, hein, il était pédagogique. On était parmi les premiers à positionner nos apprentis sur 6 capacités transversales. Il y en avait 9 à l'époque, on a réduit à 6. Ouais, 6 capacités transversales. Cléa avant l'heure. Voilà, et Cléa aujourd'hui, effectivement, on a 10. Mais bref. Donc derrière, il y a une vraie réflexion sur l'identification de la compétence. Alors on poursuit petit à petit les différentes étapes. Un plan d'action en 3 ans. Première année, un certain nombre d'outils, on en avait 3. Deuxième année, Moodle, Talentsoft et le développement d'un certain nombre de grains pédagogiques. C'est ça, donc la deuxième année, alors tout ça s'est fait parallèlement dans la réflexion. Quand on a travaillé sur les résultats de l'audit, il y a eu tout on a fait beaucoup de salons avec l'équipe, le salon du e-learning, et maintenant aujourd'hui c'est simple, il y en a quasiment 2 ou 3 par semaine. On a fait beaucoup, on a rencontré beaucoup de monde, on a rencontré les éditeurs de LMS, on a rencontré 7 ou 8, on a rencontré des entreprises qui proposent des solutions pour monter des grains pédagogiques, là aussi on en a rencontré plein. Et au final, on est parti sur une solution propriétaire, c'est payante, c'est ça? Je me retourne vers vous. Une solution propriétaire, donc c'est Talentsoft, qui nous a permis d'héberger de nouvelles ressources pédagogiques, qu'on appelle des grains, plus petite forme d'unité d'apprentissage, les grains, plusieurs grains forment un épi, donc un parcours. Alors, ça fait partie des choses que j'apprends au fur et à mesure depuis 2 ans. Et donc on a développé ces grains pédagogiques. On les a développés parce qu'on a décroché avec le CEPRO Stephenson, le centre de formation continue, un très beau projet avec Bouygues. Et là, on a monté notre premier parcours en formation hybride, en blended learning, et on a dû développer 25 grains pédagogiques et qui ont été dispensés pendant le parcours de formation avec Bouygues. Donc on a eu un vrai projet, on a développé ces grains et on a mis en place une ingénierie de production. On a la chance d'avoir cette équipe du SNAP et on internalise la chaîne de production de ressources pédagogiques. Parce que ce qui nous permet derrière de les réutiliser pour nos apprentis. Je vous écoutais et vous avez justement posé la question, le fait de produire ces grains de son côté. C'est plus simple pour que les formateurs se les approprient que d'aller exploiter ou prendre des ressources qui viennent de l'extérieur. Ça faisait partie de cette volonté de pouvoir... on aurait pu acheter du contenu sur étagère, beaucoup d'entreprises en proposent. Là, celui-là, il nous correspond, il a notre image, et on a la main dessus, on peut le faire évoluer.
Et là, vous êtes en pleine réflexion avec un certain nombre de projets à venir sur la digitalisation de l'offre réellement. Alors, on a un peu parlé de Blended. Il y a également beaucoup de présentiel enrichi sur lequel vous êtes aujourd'hui avant d'envisager peut-être demain beaucoup plus de distanciel. Alors, il n'y a pas plus riche, celle-là je l'ai préparée, il ne faut pas le dire, mais je le dis, il n'y a pas plus riche que la situation en présentiel, mais le présentiel gagne beaucoup à être enrichi. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est que attendez, on va laisser 15-20 secondes à tout le monde pour noter. Non, mais c'est important, et en fait on se rend compte que ça nous permet c'est aussi un holisme, de ludifier l'essence d'animation en présentiel. L'outil digital, en fait, il ne change rien. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. S'il n'y a pas derrière de réflexion pédagogique, mais le fait de pouvoir structurer une après-midi ou une journée entière avec Bicast, pourquoi vous le faites? Je vous pose la question, pourquoi vous faites ça? Vous faites ça parce qu'on sait que l'audience et l'attention de l'audience, au bout de 10, 15, 20 minutes, elle baisse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a fait depuis tout à l'heure, M. Lagrange? Quand il voyait l'attention diminuer, clac, il nous mettait un petit Bicast, puis il nous mettait en activité. C'est ce qu'on fait en fait au quotidien. Enfin, au quotidien. C'est ce qu'on essaie de développer pour justement faire que l'expérience d'un apprenant au CFA Stephenson soit la plus ludique. Et pour ça, il y a une kyrielle d'outils. Et par exemple, il y a la gamification, et pour soutenir l'attention, c'est bien d'avoir des témoignages aussi. Et donc, on va recueillir le témoignage de Thomas Gressin, qui est un apprenti du CFA Stephenson. Je vous apporte un micro. Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, merci à M. Malige et l'équipe du CFA de me faire participer à cet événement sur la digitalisation. Alors oui, moi je suis totalement d'accord avec M. Malige. Cet événement... Donc... Heureusement, il est très sévère. Mettez-vous où vous voulez, ici, si vous voulez, juste à côté. Peut-être Thomas, pour commencer, présentez-nous simplement en quelques mots votre parcours, ce que vous faites, ce que vous préparez, et puis on parlera des modalités particulières d'apprentissage que vous avez essayé, que vous êtes en train d'ailleurs d'éprouver. Très bien. Alors moi, donc, je m'appelle Thomas, je suis étudiant au CFA Stephenson en deuxième année de BTS MUC, donc Management des unités commerciales. J'ai fait une petite pause dans mes études après avoir obtenu mon baccalauréat en 2011. Et je me suis rendu compte forcément de la réalité du monde du travail et j'ai souhaité reprendre mes études. Donc je souhaite continuer par la suite à travers une licence en DMGR et j'ai opté pour le CFA Stephenson. DMGR, c'est la distribution, la grande distribution en fait, tout ce qui est management. Oui, et je suis apprenti chez Monoprix, tout à fait. Voilà, alors apprenti chez Monoprix avec quel rythme entre CFA et entreprise? Alors mon rythme d'alternance c'est une semaine. Et justement, je souhaiterais rebondir là-dessus, moi, pour témoigner en fait de mon expérience en tant qu'étudiant et dire à quel point ces moyens, en fait, mis en place par le CFA à travers la digitalisation, permet en fait justement d'assurer cette continuité dans le temps. Parce que c'est vrai qu'un rythme une semaine, nous pouvons ressentir une certaine cassure entre les semaines, mais justement, ces moyens mis en place permettent d'assurer une continuité et de pouvoir faire même des feedbacks sur les cours qui sont dispensés par les professeurs grâce à Stéphane Replay, comme son nom indique Replay. Hein, voilà, on a accès. Justement, dans les différents outils qui ont été présentés, lesquels utilisez-vous le plus? Alors moi j'utilise les trois personnellement parce que, comme l'a dit M. Malige, ils sont complémentaires. Après, moi je suis quelqu'un qui suis très porté quand même sur les performances, j'aime beaucoup Elena. Donc Elena qui est un aspect... Elena, c'est quoi? C'est un aspect en fait, c'est tout ce qui est une plateforme personnelle disposé pour chaque étudiant où il peut retrouver son contrat de formation, son rythme d'alternance, ses notes et les commentaires déposés par les formateurs. D'accord. Et ça, c'est alimenté régulièrement? Tous les formateurs le font? Pas forcément tous? Tout à fait tous. Nous pouvons même retrouver en fait les projets qui ont été, les thèmes abordés au sein des précédentes semaines et qui seront abordés dans les semaines à venir, matière par matière. Début septembre, vous avez suivi un Serious Game. Expliquez-nous comment ça s'est fait. C'était un peu nouveau, une modalité un peu atypique. C'était quoi le Serious Game? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, il s'agit en fait d'un jeu d'entreprise donc appuyé sur une plateforme logicielle sur lequel nous y étions en fait plusieurs formations, BTS et NRC, donc la négociation relation client avec les MUC. Donc c'était déjà très important de le signaler parce que ça a permis de casser justement cette frontière entre formation. Et nous étions en fait placés dans la peau d'un entrepreneur,
donc, qui a sa boîte dans le vestimentaire. Et ça permettait en fait de mettre en pratique toutes les théories que nous avions pu assimiler en fait tout au long de la première année. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'apprentis qui ressentent justement en fait ne pas pouvoir le mettre en exercice au sein des différentes entreprises. Et justement, ce jeu d'entreprise d'une semaine a permis vraiment de mettre en pratique toutes les théories que nous avions pu voir, notamment en gestion, en management des équipes, et de nous confronter à des réalités d'aujourd'hui. C'était sous forme de demi-journée, ça s'est articulé comment la progression sur une semaine? Tout à fait. Alors, la première demi-journée, c'était un petit peu la présentation du jeu et le logiciel, bien sûr, parce qu'il fallait se familiariser avec ce logiciel. Puis, demi-journée par demi-journée, nous devions prendre en fait des décisions qui portaient justement sur la gestion de cette petite affaire. Et étaient en fin de compte nous étions dirigés vers la demi-journée suivante pour voir les résultats qu'apportaient ces décisions. Puis il y avait un classement suite aux décisions que nous avons prises d'un point de vue communication, politique des prix. Et voilà, ça nous a vraiment plongé dans un esprit compétitif. Et ça, je pense, éveillé tout ça en nous. Et nous étions vraiment plongés dedans tous au bout de 2-3 jours. Et certains ont même souhaité que le jeu se prolonge en fait, au-delà de la semaine. Vous avez aussi utilisé, il y a un questionnaire en ligne qui interrogeait régulièrement vos acquis. Et à l'issue de la semaine, donc là, les résultats avec un classement, enfin il y avait un côté un peu concurrentiel, compétitif de ce jeu. Vous m'avez dit en préparant que l'un des aspects qui était assez intéressant, c'était le mélange des groupes, alors qu'au départ, il y avait plutôt des craintes par rapport à ça, que vous, qui étiez en management unité commerciale, MUC, soyez mélangé avec d'autres, donc pas forcément voilà, les mêmes cours, les mêmes disciplines, les mêmes envies, etc. Et au final, c'était plutôt un atout. Oui, tout à fait. Il y a toujours cette crainte de l'inconnu, voilà, d'être plongé dans une équipe avec la personne que l'on ne connaît pas. Mais on s'est vite rendu compte qu'en fin de compte, c'était plus complémentaire qu'autre chose, parce que eux, leur programme leur a permis d'avoir des connaissances que nous n'avions pas, et vice-versa. Et donc voilà, tout le monde, en fin de compte, l'a plutôt bien perçu, puis ça a même permis de créer des liens entre formations. Merci beaucoup pour votre témoignage. Caroline Costa-Savelli, alors, vous, de votre côté, vous avez beaucoup insisté depuis quelques années maintenant sur la digitalisation de l'offre et avec quelques projets dont on parlera peut-être aussi à la fin de cette séquence, d'aller encore plus loin. Racontez-nous un peu la progression, de la même manière que Sébastien Malige l'a fait tout à l'heure, la progression de votre approche. Alors effectivement, nous, notre approche, c'était qu'on a été contactés par les entreprises qui nous ont proposé des projets et c'est ça qui nous a fait sauter dans le grand bain de la digitalisation. Alors, on ne s'est pas posé des questions en disant est-ce qu'on pourrait, etc. Et au démarrage, ça émanait de demandes d'entreprises. Donc, il y a à peu près 15 ans, mais enfin, ça fait déjà quelques années que je dis ça, donc c'est sûrement un peu plus. On a été contacté par le groupe Bolloré Énergie qui voulait une classe dédiée pour pouvoir un petit peu colorer les enseignements, pour former des jeunes sur un BTS, à l'époque ça s'appelait Force de Vente, maintenant c'est une BTS NRC, Négociation de relation client, avec des jeunes qui étaient situés un peu partout en France, et voilà, les volontés d'accompagner ces jeunes qui étaient en province. Donc on s'est lancé dans ce projet avec un principe de fonctionnement où les jeunes étaient 6 semaines en regroupement à Paris chez nous, sur du présentiel, donc les 6 semaines bien sûr étalées sur l'année, et le reste du temps, les jeunes étaient 100% de leur temps en agence, mais devaient consacrer 1 jour et demi à la formation. Alors à l'époque, c'était il y a plus de 15 ans, c'était très artisanal en termes de fonctionnement. Les formateurs envoyaient des mails, donc des choses à faire, des devoirs, il y avait des corrections qui se faisaient par mail, par téléphone. On commençait un peu à travailler avec les classes virtuelles, on avait déjà Adobe, je crois, à l'époque. Voilà, on s'est lancé dans ce projet, et puis on s'est rendu compte, ce qui était intéressant, c'est que sur ces projets, on avait 100% de réussite à l'examen, chaque année, quasiment, parce qu'il y avait effectivement un niveau d'individualisation et d'accompagnement qui était très élevé. Et puis, ça permettait d'aller chercher un marché, une entreprise qui, sans ça, n'aurait pas eu recours à l'apprentissage. Un petit détour par cet accompagnement personnalisé. Quelques éléments justement de cet accompagnement avant de revenir sur l'ingénierie pédagogique. Alors après, je vais peut-être détailler le deuxième projet qui est absolument le même, où on s'est un tout petit peu mieux organisé, bien que ça reste quand même très artisanal. Donc il y a maintenant 5 ans, on a été contacté par une entreprise, on peut le citer, c'est l'entreprise Fréquin, qui, la même chose, voulait former des commerciaux. Donc c'est une entreprise qui, jusqu'à présent, n'avait jamais eu recours à l'apprentissage, qui commençait à se rendre compte qu'elle payait une forte somme de CSA, d'amende, parce qu'elle ne faisait pas recours à l'apprentissage, et puis un vrai défi qui était de faire face au fort turnover de ces commerciaux. Donc une volonté de créer une classe dédiée en apprentissage, avec la même problématique que Bolloré, des jeunes un peu partout, volonté de faire une classe dédiée, pour pouvoir vraiment accompagner et teinter la formation. Donc on leur a proposé de partir sur on a un titre de niveau 3,
qui s'appelle, de niveau 2, pardon, qui est un bac+3, qui s'appelle responsable du développement commercial et marketing. Et là, l'entreprise nous a contactés en octobre et on a ouvert la promo en décembre. Donc on a eu 2 mois pour s'organiser. Donc rapidement, on s'est dit, les ressources, c'est pas le sujet. Alors bien sûr, entre-temps, on avait déjà, via l'expérience Bolloré, et puis via nos formations aussi classiques, on avait intégré des outils comme Voltaire, Cross Knowledge et d'autres choses. Donc on avait quand même, on avait Moodle, enfin on était déjà un petit peu organisé, heureusement, on avait Tell-Me-More à l'époque pour l'anglais. Donc on a pu très rapidement s'organiser, mais avec des choses très artisanales. Et on s'est dit, au démarrage, les ressources, c'est pas le sujet. Alors, effectivement, on s'est rendu compte aussi, Sébastien l'a dit, que il est, même si on utilise ces ressources Cross-Knowledge, Voltaire, etc., mais il est compliqué pour un formateur de s'approprier une ressource qu'il n'a pas créée. Donc vaut mieux une ressource un peu artisanale. Et quand on regarde ce que nos gamins, j'ai des enfants en bas âge, mais quand je regarde ce qu'ils regardent là sur, parce qu'ils sont toute la journée dessus, ce qu'ils regardent sur Internet, on voit bien que c'est des choses qui ne sont pas du tout... nous, on veut, dès qu'on fait une vidéo, on veut que ce soit parfait, que la prise de parole soit parfaite, il n'y a pas de coupure, etc. On se rend compte que ce qu'ils regardent nos enfants sur Internet, c'est des choses qui sont enregistrées comme ça au fil de l'eau, et puis c'est pas du tout... c'est pas préparé, et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc on s'est dit, c'est ok si le formateur, et c'est comme ça qu'on a commencé, le formateur, il faisait ça la nuit dans sa cuisine, il s'enregistrait, c'est Rich Media, c'était vraiment pas très quali. Et en même temps, ça suffisait parce que ce qui était important, et c'est là où on a vraiment beaucoup réfléchi, on s'est organisé, c'est comment on organise le suivi, l'accompagnement. Parce que le jeune, s'il est tout seul chez lui, au bout d'un moment, et s'il a juste des ressources, des PowerPoint à lire, il va décrocher très rapidement. Donc là, pour cette formation Bac+3, le principe était un tout petit peu différent par rapport à ce qu'on avait fait avec Bolloré. Là, il venait à Paris entre 4 et 6 semaines par an, étalé sur l'année, en fonction des différentes entreprises. Parce qu'en fait, la bonne surprise, ça a été que très rapidement, d'autres entreprises sont venues nous voir et on a développé rapidement ce projet avec d'autres partenaires. Et puis après, on a négocié avec l'entreprise que les jeunes soient 4 jours en entreprise et puis une journée chez eux. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il fallait intégrer de la souplesse dans le dispositif. Et pour la petite histoire que je raconte souvent, mais la première année, j'étais complètement connectée sur ce projet avec mon téléphone, et à chaque fois que les jeunes postaient une ressource ou déposaient un document, etc., je recevais une alerte sur mon téléphone, et en fait, je recevais jamais les alertes sur le jour, on avait choisi le vendredi là, pour cette première promo, je recevais jamais les choses le vendredi, c'était la nuit, le week-end, voilà, donc on avait bien compris qu'ils avaient à chaque fois 7 heures de travail à réaliser, qu'ils devaient normalement réaliser le vendredi, mais on comprenait bien que voilà, ils s'organisaient un peu autrement. Donc là, en termes d'outils, la façon dont on fonctionnait, c'est qu'il y avait des ressources à consulter. À chaque fois, on avait, et c'est là où on a mis le paquet, c'est qu'on associait une activité interactive, un quiz, un questionnaire, un cas, un exercice. Et puis derrière, à chaque fois, il y a la fois suivante, le vendredi suivant, on a organisé une classe virtuelle de maxi 1h, 1h30, parce qu'on se rend compte que c'est très fatigant pour les jeunes et les formateurs. Donc là, tout le monde se connecte en même temps. Le formateur, il est chez lui, derrière son ordinateur avec sa webcam. Tout le monde se connecte en même temps, et là, c'est 1h, 1h30 d'échange, de réponse aux questions, ou de correction d'exercices ou de cas. Et puis derrière, on a orchestré, donc tout est sur la plateforme, bien sûr, là, il n'y a plus du tout de mail, on a orchestré, parce qu'on fait un tracking, on fait le suivi de tout ce qui se passe, on a orchestré un suivi individuel où les formateurs font un suivi écrit, très très important, à chaque fois qu'il y a un devoir, un exercice individuel. Et c'est ça qui permet aux jeunes de ne pas décrocher. Et puis après, on a aussi la deuxième année, on s'est rendu compte que pour l'anglais, il y avait un manque, puisqu'on a effectivement interrogé les jeunes à l'issue de la première année sur cette expérience. Il y avait un manque sur l'anglais, sur la pratique orale. Donc là, l'année suivante, on a rajouté des rendez-vous téléphoniques, où en plus de toutes les ressources qu'ils ont à faire, etc., ils avaient une demi-heure de conversation téléphonique sur chaque vendredi. Il y a une logique de responsabilisation des apprenants qui est aussi intéressante, parce que finalement, en les laissant complètement libres, en leur donnant simplement un objectif, en leur disant vous avez un certain nombre de ressources, piochez celles qui vous conviennent le mieux, vous constatez que l'implication est souvent bien meilleure. Oui, alors sur ce projet-là, à chaque fois sur nos formations, il y a un responsable de formation qui suit, donc il fait le tracking, qui va relancer si on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été remises à l'heure. Derrière, il y a un diplôme à aller chercher, donc forcément, il y a quand même une motivation. Des jeunes qui ont, quand ils se lancent sur ce dispositif, qui a un niveau de maturité qui fait qu'on n'a pas eu de décrochage, quasiment aucune rupture sur ces... Parce que là, aujourd'hui, on est à 250 jeunes qu'on a formés sur ce dispositif, avec 5 entreprises partenaires différentes. Quasiment aucun décrochage, 90% de taux de réussite à l'examen. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est les taux d'embauche, parce que quasiment toutes les entreprises qui sont venues nous voir pour ces projets-là, c'est pour les embaucher en CDI à l'issue. Donc, première promo, on a eu 80% d'embauche. Maintenant, on est sur une moyenne de 50% d'embauche à l'issue.
parce qu'il y a des jeunes qui parfois veulent poursuivre, parfois ils veulent changer d'entreprise, etc. Mais c'est bien supérieur au taux d'embauche qu'on a sur nos autres formations. Mais on se rend compte que, parce qu'on a mis en place ces dispositifs aussi sur nos classes classiques, où on leur dit, par exemple sur les BTS NRC, il n'y a plus un seul cours de négo chez nous, tous les cours de négo sont via Cross Knowledge, et les jeunes, au lieu d'avoir 4 heures de cours, ils en ont plus que 2, mais ils doivent consulter les ressources en amont des cours, le module, découverte des besoins, etc., etc. En démarrage de cours, on fait un tout petit exercice pour voir s'il y a des questions, si c'est bien assimilé, etc. Et après, tout le reste du cours est un cours en demi-groupe qui permet de faire que de la mise en situation. Donc du coup, le formateur garde ses 4 heures de cours comme avant. Au lieu d'avoir 4 heures de cours avec 30 gugus dans la salle, il en a 15 et il fait que de la mise en pratique et il a arrêté d'être au tableau à écrire la découverte des besoins, c'est ci, c'est ça, etc. Et en fait, la façon dont on a motivé les jeunes, c'est qu'on leur dit, voilà, on vous laisse la liberté de ne pas être au CFA, de faire ça chez vous, vous pouvez faire ça la nuit, le week-end, comme vous voulez, mais si vous ne le faites pas, on va vous obliger à venir en salle info et le faire chez nous. Voilà. Ça fonctionne très bien. Vous travaillez avec pas mal d'entreprises et notamment CPM France. Alors le DRH devait être présent aujourd'hui, mais a eu un empêchement. Depuis 5 ans, vous travaillez avec cette société, qui est une société en fait qui fait de la promotion de produits, de marques dans les magasins de grande distribution et qui aussi crée de l'événementiel, les rayons un peu spécifiques, les opérations spéciales qu'on voit de temps en temps. Vous avez pris le même modèle, choisi le même modèle avec 4 jours en entreprise, un jour au CFA, un jour complet avec des exercices, etc. Le mercredi, c'est positionné le mercredi. CFA, les jeunes sont chez eux. Alors, effectivement, les jeunes sont chez eux et le DRH me disait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que finalement, même si vous avez sanctuarisé le mercredi comme étant le jour où les exercices devaient être faits, c'est finalement très hétérogène, quoi. Mais vous êtes quand même dans les clous, j'imagine, puisque vous avez contractualisé que c'était le mercredi que les exercices devaient être faits. Oui, alors le mercredi, du coup, ils ont quand même 2 obligations, les jeunes, c'est se connecter à la classe virtuelle. En général, on en fait une, parfois ça arrive rarement, mais qu'il y en ait 2. On en fait une, ça dure 1h30. Une heure et demie, donc là il faut qu'ils se connectent le mercredi, si c'est 9h, 10h, etc. Là il faut que tout le monde se connecte en même temps. Et puis ils ont tous 1 heure de rendez-vous individuel pour le rendez-vous pour l'anglais. Le reste, ils ont des choses à lire, ils ont des exercices à faire, etc. Mais là ils peuvent s'organiser comme ils veulent. Voilà. Nous on sait que ça représente, on essaye, parfois on déborde un tout petit peu, mais on essaie que ça représente 7 heures de travail. Voilà. Après, les jeunes s'organisent comme ils veulent et on sait que c'est très important de développer cette souplesse qu'au démarrage. Les entreprises nous ont dit, on les fait venir chez nous, on leur réserve une salle et ils vont travailler comme ça chez nous. Voilà, et on n'y croyait pas bien et on n'a pas fait ça. C'est une promo, pour ce qui concerne cette entreprise, de 20 jeunes, ils sont en région parisienne. Vous imaginez par la suite pouvoir finalement développer le même type de modalité avec 20 jeunes qui pourraient venir de 20 endroits différents et qui éviteraient d'avoir 20 CFA qui prennent en charge ces 20 jeunes. C'est déjà ce qu'on fait, excusez-moi, je peux mon choix. C'est déjà ce qu'on fait effectivement avec CPM. La particularité, c'est qu'ils sont en région parisienne, mais ils ont été séduits par ce mode de fonctionnement et donc ils nous ont choisi pour développer ce dispositif à distance. Après, tous nos autres partenaires, parce qu'on travaille avec Fréquin, Otis, Rentokil, Culligan maintenant cette année, tous les autres, on a des classes où tous les jeunes sont un peu partout. Donc on a une personne à Reims, à Strasbourg, Dijon, Marseille, ouais, ça se fait déjà avec les autres et c'est CPM qui pourrait venir à cette modalité pour couvrir. Ils envisagent pour effectivement certains de leurs clients de faire une classe sur Paris, sur des postes d'assistants chef de projet, et puis une classe de gens qui seraient plus en situation commerciale, qui seraient un peu partout en France. Il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées qu'on va prendre à ce stade. Alors des questions parfois un peu techniques, alors on verra qui peut y répondre. Notamment, il y a une question sur les tech shops. Alors ça fait référence à votre intervention, Sylvain Vacarès. Est-ce que les tech shops sont l'avenir des CFA? Quelques mots de réponse là-dessus. Ah non, je crois pas. Mais je pense que par rapport à ça, il ne faut pas raisonner, on a tendance quand même en général à raisonner en substitution. Il n'y a pas de substitution. Les choses s'agrègent en fait. Le digital ne va pas remplacer le présentiel. Enfin, le cinéma n'a pas remplacé le théâtre, la télévision n'a pas remplacé le cinéma. Et voilà, donc c'est venu, ça l'a modifié, ça c'est sûr. On ne fait plus la même chose. Quand on est tout seul, on fait tout. Puis après, quand il y a quelque chose
qui est plus spécialisée, avec une partie qu'on ne fait plus, puisqu'on faisait, on le fait différemment. C'est ce qui se passe pour la formation aujourd'hui. Et donc, il y aura les tech shops, les CFA, enfin, on augmente l'offre, en fait. De toute façon, les tech shops ne s'adressent pas au public qui va dans les CFA, ils s'adressent à tout le monde, en fait. Donc, l'exemple que je prends tout à l'heure, c'était plus pour l'idée, en fait, l'idée de l'envie, etc. Les gens, là, il n'y a personne qui finance. Il faut que les gens ils viennent, ils payent assez cher, en plus, pour y venir. Et c'est plein tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour la matière. Voilà, c'est ça que j'ai utilisé comme exemple tout à l'heure. Non, ça ne substituera pas. J'ai encore une question pour vous. Quelle est la place de la gamification dans la pédagogie? En fait, si on veut améliorer l'expérience d'utilisateur, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même lui donner envie. Les mammifères, ils jouent, mais on est des mammifères. Voilà. Donc si on utilise ce levier-là, on crée en fait une envie, une dynamique. Après, il faut faire attention à la gamification, parce que jouer ne forme pas. Si on veut que ce soit ludique, il faut qu'on joue vraiment. Et si on joue vraiment, on a fait appel à une dynamique, mais cette dynamique ne forme pas. Il faut bien qu'il y ait un encadrement pédagogique. C'est pour ça que le jeu vidéo, c'est pas de la formation. C'est ça, et l'inscription dans un parcours. On revient bien sûr, à cette idée d'inscription dans un parcours. Autre question, alors plutôt pour Sébastien Malich, cette fois, sur le coût d'un serious game. Alors c'est très variable, mais peut-être que vous allez pouvoir nous renseigner sur celui que vous avez mis en place. Et quels sont les principaux éditeurs de jeux? Je ne sais pas qui peut répondre là-dessus. Alors, j'ai pas l'info. Pour le jeu auquel a joué, le jeu d'entreprise auquel a participé Thomas, et en plus la responsable formation a quitté la salle, elle aurait pu le dire, j'ai pas l'info. En revanche, je suis en coup journée, développer un grain pédagogique comme celui qu'on a, la trentaine qu'on a développé pour Buggy, qui sont aujourd'hui réexploités. C'est une semaine de production pour l'équipe. Et en amont, il y a une semaine de production et d'écriture pédagogique, donc c'est bon. Sylvain Vacarès, sur le coût et les principaux éditeurs de jeux, vous avez quelques éléments de réponse à... Alors, sur le coût des serious games, c'est compliqué de répondre parce que c'est vraiment très très variable. Aujourd'hui, ça coûte relativement cher quand même, globalement, parce que ça met en œuvre, en termes de conception et de réalisation, des moyens importants. En fait, faire un scénario de jeu, c'est plus long que de faire un scénario d'un rich media classique ou d'une vidéo comme on voit sur les MOOC par exemple. Ça s'écrit très vite, ça. Un jeu, c'est plus compliqué. Il faut qu'il y ait une dynamique, il faut un scénario élaboré, il faut des événements, il faut beaucoup de choses. Donc, il faut beaucoup tester aussi. Voilà. Et puis, il faut des moyens qui... Enfin, les gens font quand même le rapprochement avec l'expérience qu'ils ont du jeu vidéo. Le jeu de vidéo, c'est des millions d'euros, le développement d'un jeu. Donc on n'a pas ces budgets-là dans la formation. Donc forcément, ça coûte assez cher. Après, il y a des jeux qu'on peut fabriquer, ou il y a des jeux qu'on peut louer, comme les ressources de Cross Knowledge, par exemple. On peut s'inscrire à des jeux qui existent déjà. Encore une question, est-ce qu'un nouveau mode de management de la transformation digitale ne serait pas de reconstituer la réalité virtuelle, via les casques par exemple, en reconstituant l'environnement du poste? On a un peu évoqué tout à l'heure cette idée-là finalement, de manière connexe, mais... Ça fonctionne, il y a des gens qui l'utilisent depuis un moment déjà en fait. Alors ça coûtait très cher, ce qui a beaucoup changé dans la réalité virtuelle, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est que les coûts ont chuté brutalement en fait. Grâce à l'arrivée des smartphones, d'une technologie, et que les gros opérateurs de jeux en fait ont voulu y aller. C'est le jeu vidéo qui est en train de tirer tout le monde. Donc du coup, c'est devenu accessible. Par contre, il y a des gens qui utilisent ça depuis très longtemps, dans l'industrie, dans le monde médical aussi, beaucoup. Il y a des démonstrateurs, ça fonctionne bien. Après, là aussi, il faut l'amortir sur un volume important, parce que monter un scénario complet, reconstituer tout un environnement qui soit réaliste, indiquer des scénarios, il faut des scénarios d'utilisation, c'est quand même du travail en fait. Il ne faut pas avoir 15 stagiaires, quoi. Deux questions pour votre voisine. Sébastien Malich, vous voulez ajouter? Vas-y, je vous en prie. Je voulais juste compléter. Et là, on a été approché par une entreprise qui est très intéressante, qui propose des solutions immersives pour les métiers de la relation client. Et ce qu'ils préconisent, parce que ce qui coûte cher, en fait, c'est la production du scénario. Les scénarios à rebond, ce qui n'était pas possible il y a quelques années, ce qui est possible aujourd'hui en fonction de la réaction du client, vous avez d'autres solutions à lui proposer. Donc lui, ce qu'il préconise, c'est faire concevoir les scénarios par les apprenants. Le nom de l'éditeur, volontiers. C'est Serious Factory. On n'a pas encore acheté la prestation. Et c'est accessible.
Deux questions pour Caroline. Après, juste pour compléter, peut-être, je sais que c'est pas du tout le thème, mais après, il existe aussi une façon d'intégrer les jeux dans les progressions pédagogiques sans passer par le digital, et parfois ça fonctionne très très bien. Il y a par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Dilemme, qui est un jeu de gestion budgétaire, c'est un jeu de plateau, qui ressemble un peu à Monopoly, etc., qui permet de travailler les notions de tout ce qui est en trait avec la gestion budgétaire, et c'est dans le programme du Bac Pro par exemple, et on l'a testé depuis maintenant quelques années, ça fonctionne super bien, les jeunes ils sont autour du plateau avec les dés, etc., ça marche très bien, ou les jeux cadres de Bruno ou de Tiagui, qui permettent très facilement, en formant les formateurs, d'intégrer des jeux avec des petites cartes Bristol, avec des choses comme ça, et ça fonctionne très bien aussi, et c'est parfois peut-être un peu plus simple, du côté des formateurs, parce qu'on sait bien que les jeunes s'approprient très bien les outils numériques, mais parfois du côté des formateurs, c'est parfois plus simple. C'est possible aussi d'aller sans cette fois-là, parce qu'on sait bien que c'est essentiel aujourd'hui de changer nos pratiques pédagogiques. Mais ça peut aussi parfois passer par du non numérique, même si pas la thématique du jour. Mais... Votre voisin de gauche opine du chef abondamment. Deux questions. Oui, juste un tout petit mot. Ça marche pour les formateurs aussi. Je vous parlais tout à l'heure de collaborer. Les réunions de conception de ressources, c'est ultra pénible. Moi, j'en ai mené des dizaines, des centaines même. C'est ultra pénible. En fait. On réfléchit, on dit ah là, c'est quoi les objectifs, machin. C'est très intellectuel ça. Si vous faites jouer les formateurs pour concevoir leur formation, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin. Les formations sont nettement meilleures une fois qu'elles sont conçues. Donc, il ne faut pas limiter le serious game aux apprenants, il faut l'utiliser aussi pour la conception des modules. Les apprentis qui travaillent depuis chez eux, pour Caroline Costa-Savelli, ont reçu un équipement informatique de leur entreprise? Alors, on s'était posé la question en se disant bah, s'il faut les équiper, parce qu'il faut aussi parfois qu'ils aient une imprimante, etc., on les équipera. Et en fait, c'est plus un sujet, c'est-à-dire qu'ils sont tous équipés, ils ont tous un ordi, une connexion. Et est-ce que ce format de formation hybride peut fonctionner avec un groupe inter-entreprise? Pourquoi pas? Aujourd'hui, on n'a pas eu de demande, on ne s'est pas lancé là-dessus, mais pourquoi pas? Alors je vais vous proposer à nouveau d'utiliser l'application avec une question toute simple. Quel type d'accompagnement, de quel type d'accompagnement auriez-vous besoin pour digitaliser votre offre? On a vu un certain nombre d'outils, un certain nombre de prérequis. En fait, les besoins sont quand même assez variés. Vos approches aussi sont variées. Alors voilà, je vous sollicite, allez, l'avant-dernière fois, pour que vous puissiez nous dire quel type d'accompagnement vous souhaiteriez. Quelques mots, 3, 4, 5. Je vous laisse une vingtaine de secondes et puis on va voir quels sont les résultats. Et j'en profite pendant que vous finissez de donner votre avis pour poser une dernière question à Sylvain Vacarès. Dans le modèle de la classe inversée, l'enseignant peut-il finalement devenir accessoire? Oui, mais il ne faut pas lui dire. Ah non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, la formation, pour moi, c'est quand même deux choses. D'abord, c'est une activité sociale. Donc, en fait, il faut quand même que les gens se rencontrent. Donc, ça peut être que des apprenants qui se rencontrent, certes, mais ça ne fonctionne pas très bien. En fait. On le sait, on l'a déjà essayé, même avec les MOOC, on voit bien, ça ne fonctionne pas très bien. Donc la formation, c'est une activité sociale avec une prise en charge. Ce que je dis souvent aux anglophones, moi, c'est de dire les formateurs, en fait, ils servent à gagner du temps. On n'apprend pas moi, j'ai jamais appris quoi que ce soit à qui que ce soit. Enfin, personne n'est capable d'apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est la personne qui apprend. Il y a qu'elle qui peut apprendre. Donc nous, notre boulot, c'est de leur faire gagner du temps. Tout le monde, tous les gens apprennent. Ils apprennent plus, de toute façon, en dehors de la formation que pendant la formation. Donc notre boulot, c'est que sur la partie où nous, on intervient, on améliore ce processus pour qu'il soit plus efficace pour celui qui apprend. C'est juste ça, notre boulot. C'est de faire gagner du temps.
Donc sinon, les gens n'ont pas besoin de nous. Donc si on nous retire, il y aura toujours de la formation. Hein. On peut retirer la formation, ça marche. Hein. Mais ça va marcher mal. Voilà. Non, mais on ne retirera pas les formateurs. Non. Alors les réponses sont intéressantes, je vous en cite 2-3, puis vous pourrez, si vous voulez, rebondir à la fois sur ce que vient de dire Sylvain Vacarès et sur ces réponses. C'est par exemple l'accompagnement juridique continu sur le partage d'expérience ou méthodologique. La question que vous avez posée, c'est si de quel type sur la notion d'accessoire. Ah oui, est-ce que le formateur, dans un format de classe inversée, devient accessoire? En fait, moi, la réponse, c'était pas celle que je voulais donner. La réponse, c'est le digital, en revanche, c'est un auxiliaire du formateur. Et ça, l'évolution qu'on a en termes d'accompagnement au changement de posture du formateur là, au CFA, qu'on est en train de mettre en œuvre à travers des snap lunch, enfin, des cocktails déjeunatoires avec de la formation, c'est ça, c'est remettre le digital à sa place et la pédagogie au centre. Le digital est un accessoire, un auxiliaire, un outil pour le formateur. Ça me paraît important de le rappeler, parce que ce n'est pas l'approche qu'on avait eue il y a 2 ou 3 ans. On avait une approche beaucoup plus outil, beaucoup plus digitale, et qui a pu perturber un petit peu notre lancement de la digitalisation auprès des formateurs. Et il y a d'ailleurs une question qui résume un peu nos discussions. Le digital est-il seulement un projet pédagogique ou un projet d'entreprise? C'est une bonne question pour Caroline. Le cadeau de fin. Après, je vais peut-être donner la parole à M. Vacarès. Moi, j'aurais dit les deux. Quand le CFA est une entreprise, tout à l'heure, c'est Olivier Kirch qui le disait, on a une responsabilité sociale, c'est d'accompagner la montée en compétences de nos formateurs, et le digital est un outil. Donc, c'est un projet d'entreprise, un projet pédagogique. Est-ce qu'on peut dire, Sylvain Vacarès, que l'entrée se fait par la pédagogie, mais que c'est bien un projet d'entreprise? Ah oui, c'est un projet d'entreprise, oui, c'est sûr. Bien sûr, c'est parce que, en fait, l'entrée, c'est par le métier, finalement. On digitalise, c'est comme dans n'importe quel métier. Si vous parlez avec des gens qui ont des imprimeurs, ils rigolent quand ils nous voient, parce qu'ils nous disent, nous, on en est à la 2e ou 3e, hein, genre d'automobile, la 3e révolution numérique. Donc, on a eu la robotisation, on a eu... il n'y a que les coiffeurs hein, qui sont pas impactés par le digital encore, et puis les formateurs, voilà, qui commencent à l'être. Voilà. Donc, les coiffeurs, les gens ne veulent pas mettre la tête dans le robot, donc tant qu'ils ne veulent pas le mettre, ils ne se couperont pas les cheveux dans une machine. Par contre, pour former, là, on peut y arriver. En fait, ils ont moins peur. Donc, il faut y aller. Et c'est bien un projet d'entreprise, ça c'est sûr. Merci beaucoup à tous les 4. Merci pour toutes vos questions.